Bienvenue sur iChronique, la chaîne numéro 1 sur le banditisme. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ces faits et d'apprendre à connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ces actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent ces trajectoires. Vous souvenez-vous de notre classement sur les quartiers les plus chauds de France? Suite à vos nombreux messages, nous avons remarqué que cela vous avait plu. Alors voici la suite. Nous allons nous intéresser aux quartiers où apparaît le grand banditisme, le trafic de drogue, la guerre de terrain et la confrontation avec la police. Pour choisir les quartiers, nous avons utilisé 3 critères. D'abord, l'association du quartier à des personnages connus dans le grand banditisme. Ensuite, la réputation. Nous avons gardé des quartiers emblématiques du passé, restant actifs jusqu'à aujourd'hui. Enfin, le nombre et la récurrence de crimes et délits. Si vous pensez que nous sommes passés à côté de certaines informations, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Nous sommes toujours preneurs de nouvelles données. La vie des habitants de ces quartiers ne se résume bien sûr pas qu'à l'étiquette du banditisme. Nous adressons tous nos respects aux habitants qui tentent de s'en sortir légalement. Commençons notre top. Le quartier des Lochères à Sarcelles. De la cité idéale au quartier des abandonnés. Le quartier des Lochères se situe à 15 km au nord de Paris, à Sarcelles, dans le département du Val d'Oise. On doit la conception de la cité aux architectes français Jacques-Henri Labourdette et Roger Boileau, qui ont œuvré entre 1955 et 1975. Au total, ce sont 12 368 habitations construites dans un contexte de pénurie de logements, une période de forte natalité, une immigration massive et dans le même temps, le rapatriement des Français d'Algérie. Un grand ensemble de première génération qui s'installera au milieu des champs de la bourgade sarcelloise. La qualité de vie est exceptionnelle pour l'époque. Eau chaude, gaz, grands espaces. Toutes les conditions sont réunies pour faire vivre les familles au mieux. Mais contre toute attente, les habitants de la cité ne sont pas heureux. Leur mal-être a même un nom, la sarcellite. Le terme a été inventé par un journaliste après qu'un habitant des Lochères se soit jeté par la fenêtre. Malgré ses 40 000 habitants, la cité est triste. Alors que les premiers symptômes apparaissent, maladies dues à l'insalubrité, états anxieux et dépressifs, l'alcoolisme, le tabagisme et les tranquillisants font des ravages. À côté de ça, la cité des Lochères accueille une population très jeune. Elle est lâchée dans un huis clos sans commerce ni activité. Malgré quelques infrastructures, les jeunes s'ennuient. Les Lochères connaissent à ce moment-là leurs premiers actes de délinquance. Le théâtre d'une guerre politico-religieuse. S'ajoute à ça la montée du communautarisme au sein de la cité. Ces immeubles étaient pourtant le symbole de la mixité dans les années 60, avant de vite se transformer en ghetto ethnique, comme les appelle François Pupponi, l'ancien maire socialiste de la ville. Elles sont divisées aujourd'hui en communautés. Il y a la Tour des Maliens, celle des Turcs, des Pakistanais, des Juifs ou encore des Marocains. Durant l'été 2014, une manifestation en faveur de Gaza a lieu à Sarcelles. Des militants pro-palestiniens déclenchent une violente émeute antisémite. Les commerces juifs sont caillassés et incendiés. La synagogue est menacée par une foule qui scande des slogans tels que « Mort aux Juifs ». Ces événements ont créé une réelle cassure entre les communautés musulmanes et juives. Plus tôt dans la journée, les habitants de Sarcelles découvraient avec effroi leur quartier défiguré. On n'a jamais eu de problème. Jamais, jamais, jamais à Sarcelles, ni avec les juifs, ni avec les musulmans, jamais. La pharmacie n'est plus que cendre. Et de nouveau, cette épicerie cachère, déjà victime d'un attentat il y a 2 ans. La banque et cette pizzeria aussi étaient visées. Les premières émeutes marquantes datent de quelques années auparavant. La cité a d'abord été touchée par de fortes révoltes en représailles de la mort de Zied Ebouna, le 27 octobre 2005. Puis, le 25 novembre 2007, 2 jeunes de Villiers-le-Bel, une ville frontalière à Sarcelles, décèdent suite à un choc avec un véhicule de police.
Pour les jeunes, c'en est trop. Sarcelles, Garges-les-Gonesse et Villiers-le-Bel vont alors provoquer des émeutes extrêmement violentes. Résultat, 119 blessés du côté des policiers et 48 interpellations du côté des émeutiers. Après ces événements, la cité des Lochères ne connaîtra plus jamais la paix sociale. Les Lochères, une zone sous haute tension. En 2019, le taux de chômage aux Lochères est de 23%. 33% des habitants y vivent sous le seuil de pauvreté. En 2020, le quartier est retenu parmi les principaux quartiers de reconquête républicaine. Les affrontements entre bandes sont les plus gros fléaux de la ville. La cité, qui est composée de 10 sous-quartiers, est désorganisée. Aucun chef de clan n'émerge particulièrement. Mais cela entraîne de nombreux faits divers. En février 2021, par exemple, Giovanni C. et Joachim R. tirent une balle dans la tête de Spencer C., puis le roue de coups à cause d'une histoire de cocaïne et de voitures volées. La victime s'en sortira miraculeusement. Il y a aussi l'histoire de Thomas, un jeune homme comme les autres. Il est passionné de trottinette freestyle. Lors d'une soirée, il croise le chemin de Hakim T., un habitant des Lochères déjà connu des services de police pour des faits de violence. Une bagarre éclate. Hakim plante Thomas de 8 coups de couteau. Au moment du verdict, il hurlera aux parents bouleversés que, s'il avait su, il lui aurait écrasé la tête au sol. Le quartier du Mirail à Toulouse. Toulouse n'est pas épargné par les quartiers sous tension. Le Mirail, situé au sud-ouest de Toulouse, compte 3 grands ensembles. Mirail Université, la Rennerie et Bellefontaine. Le projet du Mirail naît d'un concours national d'urbanisme. Pour le gagnant, la possibilité de construire une cité de 800 hectares de verdure. Objectif, accueillir 100 000 habitants d'ici la fin des travaux. Le projet de l'architecte Georges Candilis voit le jour. Pendant 10 ans, les ouvriers ne chôment pas. En 1972, les premières barres de logement sont prêtes. 50 000 habitants s'y installent. Ces quartiers se démarquent par leur agencement. À Bellefontaine, le parc est bordé d'immeubles. Pour la Rennerie, c'est le château qui est à proximité. Une faculté s'implante dans le quartier Mirail Université. Problème, le Mirail est isolé. À partir des années 70, des familles pauvres et des immigrés investissent les lieux. Les classes moyennes, elles, s'achètent plutôt des maisons individuelles. Dès les années 80, l'héroïne s'installe. Puis le cannabis, dans les années 90. Mohamed Merah, un enfant difficile du Mirail et des Isards. Mohamed Merah est connu pour ses attentats à Toulouse et à Montauban en 2012. Derrière ce profil se cache une enfance compliquée. Pour lui, tout a démarré dans les quartiers sensibles de Toulouse. Le grand banditisme touche d'abord son environnement proche. Mohamed Ben Alel Merah, le père du tueur, est arrêté pour possession de cannabis en 1999. Un an plus tard, le verdict tombe. Mohamed Père est mis derrière les barreaux pour 5 ans. À son tour, Mohamed Fils fricote avec la délinquance. Il commence avec des violences à l'encontre de son entourage. Sa mère en parle dans une lettre au juge en 2003. Son oncle, lui, est victime de coups d'extincteur après lui avoir demandé d'arrêter ses rodéos. Après 2 cambriolages en 2007, Mohamed Merah est arrêté. Verdict, 1 an et demi de prison. Derrière les barreaux, il tente de mettre fin à ses jours. Direction l'hôpital psychiatrique. Après son séjour, il retourne en prison. Là-bas, il s'intéresse davantage à l'islamisme. Le Mirail est un quartier explosif. 2 mois après la mise en place du dispositif Quartier Reconquête Républicaine, le dimanche 15 avril 2018, une équipe du commissariat du Mirail fait une ronde dans le quartier. Dans la rue André-Mauroy, il tombe sur une femme portant un niqab. Problème, il est interdit dans l'espace public de porter des vêtements cachant le visage depuis 2010. Les policiers veulent procéder à une intervention, la femme refuse. Personne ne sait comment la procédure a démarré, mais tout le monde connaît sa fin. Sur X, une vidéo où les policiers plaquent la femme au sol pour la menotter circule. À cela s'ajoute une rumeur selon laquelle un détenu de la prison de Cesse aurait été tué par des gardiens. La vérité sera connue plus tard, le détenu s'est en réalité suicidé. Mais au moment où les violences éclatent, personne n'est au courant.
Pour les jeunes du quartier, c'en est trop. Au soir, une centaine d'entre eux fait brûler plusieurs engins et lance des projectiles. Heureusement, il n'y aura aucun blessé. Dès le lendemain, plusieurs quartiers du Mirail s'enflamment. Mais pour l'état-major de la police, ces deux événements ne seraient qu'un prétexte. C'est la réaction à la présence forte et aux résultats avérés de la police nationale actuellement sur ce quartier. Des actions qui portent sur les trafics de stupéfiants et qui sont en train de déstabiliser très fortement les trafics de stupéfiants, notamment les principaux points de deal du quartier de la Rainerie et du quartier de Bellefontaine. 170 kilos de résine de cannabis et d'herbe saisis en à peine un trimestre. Démantèlement de réseaux, dealers sous les verrous. Selon la police, les taux se resserrent autour des trafics. Conséquence, les tensions entre jeunes des quartiers et les forces de l'ordre se sont exacerbées. Les guet-apens de policiers sont monnaie courante au Mirail. En novembre 2023, les agents du groupement interquartier de tranquillité et de sûreté interviennent pour évacuer le hall d'un immeuble, non loin d'un lieu de deal. Sur place, les policiers sont surpris par des habitants du quartier. Une quinzaine d'entre eux les attaquent à coups de bâton de fer et de pierre. L'un des policiers est touché à la tête et tombe dans le coma. Des trafics de drogue au coin d'un immeuble. Retour en 2017, à 2 pas de l'université du Mirail, un trafic d'ampleur a pris place au niveau de l'immeuble Varèse. Feuilles à rouler, briquets, promotions sur les réseaux sociaux, petits sachets floqués. Les dealers font feu de tout bois pour fidéliser leur clientèle. Et les résultats sont là. 25 000 € quotidiens, 700 clients par jour. Ce réseau est un des plus grands de Toulouse. À sa tête, le botch, c'est-à-dire le fou. Hamza Abou n'était qu'un guetteur quand il est entré dans le réseau en 2014. Il en est devenu le responsable en seulement 3 ans. En 2016, les policiers de la sûreté départementale font une première saisie. À la clé, 251 000 €, 31 kg d'herbe, 7 kg de résine de cannabis et 900 grammes de cocaïne. 1 an plus tard, Hamza Abou est condamné à 6 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Toulouse. Mais problème, le botch n'est pas à la barre. Pendant 3 ans, il part en cavale. Avant de se rendre en 2020. Lors du procès, le botch se repent. Pour lui, le trafic de drogue, c'est fini. En novembre, le verdict est rendu. 14 ans de prison pour le botch. Une condamnation qui concerne 2 affaires de trafic de drogue et de trafic d'armes. C'est le clap de fin pour le plus grand trafiquant de drogue de Toulouse. Intervention des policiers, aux grands mots, les grands remèdes. En février 2024, des agents de la compagnie Toulouse Mirail démantèlent un réseau de trafic interfrontalier. La tête du réseau est un détenu de la prison de Cesse. Il aurait mis en place plusieurs go-fast entre Toulouse et l'Espagne. À bord de voitures, la drogue était transportée au-delà des frontières. 2 ans, c'est le temps qu'il a fallu à la police pour faire tomber ce réseau. Mais le quartier reste une place forte du trafic de drogue en France. Le Mirail n'échappe pas à l'opération PlaceNet XXL. 150 policiers y sont mobilisés. 9 commerces de la place Abal sont visés par l'opération. 85 kilos de denrées alimentaires, d'argent et de produits illégaux y ont été retrouvés. Les propriétaires doivent également 53 500 € de préjudice à l'URSSAF. Donc ici à Toulouse, en ce 2 avril, nous avons lancé cette opération PlaceNet XXL, opération qui va durer plusieurs semaines. Cela mobilise des effectifs de police importants, également des unités mobiles dont nous disposons en renfort, et ça pour plusieurs semaines. Et peut-être la singularité de ces opérations, je voudrais insister sur ce point, c'est qu'elles sont judiciaires, mais cela s'articule aussi avec tous les outils de police administrative. Quartier Planoise à Besançon. Les dérives d'un quartier tranquille. Loin du charme pittoresque de sa cathédrale, Besançon abrite des recoins plus sombres.
Situé au sud-ouest de la ville, le quartier Planoise en fait partie. Dans les années 60, Besançon manque de logements. Comment y faire face? La solution, c'est la municipalité byzantine qui la trouve. À proximité de la ville, le site Planoise est vaste et vierge. C'est décidé, les nouveaux logements seront construits là-bas. À la conception, Maurice Novarina propose un plan ambitieux, construire 13 500 nouveaux logements pour 40 000 habitants. Aujourd'hui, le quartier Planoise ne fait plus rêver. Devenu quartier de reconquête républicaine en 2018, la délinquance s'y est intensifiée récemment. L'ampleur d'un trafic d'un nouveau genre. À la Planoise, c'est l'héroïne qui règne. Moins cher, plus facile à découper, ce trafic d'un nouveau genre a tout pour plaire, surtout pour les plus jeunes. Devenir trafiquant, c'est se faire de l'argent facile. La pauvreté à Planoise est sans pareil. 37,8% seulement des 15-64 ans ont un emploi. Le niveau de vie moyen s'élève à 1 060 €. Face aux 5 000 € moyens que le trafic peut rapporter, le choix est assez évident pour ces jeunes. Face aux répressions policières, les trafiquants ont trouvé une solution, l'Ubershit. Le principe, livrer la cam à domicile. Pendant le premier confinement, les Ubershit n'ont pas chômé. Comme les clients ne pouvaient pas se déplacer, les trafiquants sont venus à eux. Les livraisons sont loin d'être minimes. Ainsi, en novembre 2023, un homme de 31 ans est arrêté en possession de 600 grammes de cannabis et 2 200 € de liquide. Les fusillades orchestrées par deux bandes rivales. En 2019, la délinquance prend un tournant violent à Planoise. À cette époque, les premières fusillades éclatent. Elles opposent deux clans, ceux de la Tour de Faubourg et ceux de Picardie. Les deux clans se partageaient jusque-là le juteux trafic de drogue dans le secteur. Depuis 2019, le quartier Planoise a enterré 4 personnes, dont 2 mineurs de 15 ans. Quand les délinquants d'une bande veulent tuer leurs ennemis, ils ne lésinent pas sur les moyens. La preuve avec le meurtre de Houssine Akar en 2020. La voiture du jeune homme de 23 ans est la cible de 28 tirs de balles. Le pire dans cette histoire, les auteurs du crime se sont trompés de personne. Houssine Akar n'a rien à voir avec le trafic de drogue byzantin. Ce n'est qu'un simple mécanicien. Mais comme Houssine avait la même voiture que la cible initiale, les criminels ne se sont pas posé de questions. Et que font les policiers ? Pendant toutes ces années, les policiers ont déployé les grands moyens pour récolter des informations sur le trafic. L'une de leurs tentatives a été fructueuse. En 2021, les autorités démantèlent un réseau informatique. Elles découvrent les conversations des auteurs du meurtre de Houssine Akar. Leurs raisons sont tout bêtement symboliques. Ils voulaient montrer qui est le clan roi de Besançon. En 2022, une brigade spécialisée de terrain, BST, est recrutée pour éradiquer les trafics. Ils viennent compléter les 279 policiers déjà présents sur place. Les interpellations pour trafic de stupéfiants font alors partie du quotidien des habitants. Il y en a tous les 3 jours. Les opérations d'ampleur, elles, se multiplient. En février 2023, les autorités saisissent une Kalachnikov, un revolver et 4 kilos d'héroïne. Un an plus tard, l'opération Place Nette mobilise des militaires et la police nationale. Ils trouvent 10 kilos d'héroïne, un lance-roquettes, 2 fusils d'assaut pour 5 interpellations. Et ce ne sont que 2 exemples de toutes les opérations que les autorités ont pu mener depuis 4 ans. Leur objectif est clair, éradiquer tous les points de deal à Planoise. Entre 2019 et 2023, le nombre de points de deal serait passé de 28 à seulement 2. Quartier Charles Schmitt à Saint-Ouen. Maintenant, plongeons dans l'histoire de la cité Charles Schmitt. Cette cité tire son nom de Charles Schmitt, un résistant local abattu par les nazis le 11 août 1942 au Mont-Valérien. S'il faut avouer qu'elle n'est pas aussi impressionnante visuellement que les autres cités de ce classement, elle n'en est pas pour autant moins dangereuse, loin de là. La cité se situe dans la ville de Saint-Ouen, à quelques pas du célèbre marché aux puces. Cette cité est un supermarché de la drogue pour les Parisiens. Un site qui attise les convoitises de tous les criminels de la région. Ce sont des ruelles situées à 300 mètres de la mairie. Au bout de l'une d'entre elles, l'un des 10 points de vente de la ville de Saint-Ouen. Voici des guetteurs, rabatteurs, qui un peu plus tôt, lors d'un passage à pied, nous ont proposé du cannabis. Entre mai et octobre, 770 arrestations, 40 kilos de cannabis saisis et des armes, mais le trafic perdure. En mai dernier, malgré la présence d'un quart de CRS au pied de cette cité, nous avions pu nous procurer de la résine de cannabis.
Des trucs là-bas pour revenir plus tard hein? Non, du tout. Le rabatteur sifflait alors pour appeler le vendeur. Les policiers sur le terrain réclament plus d'investigations sur le long terme pour s'attaquer aussi à la tête des réseaux. Mais pour comprendre ce qu'il se passe aux abords de cette cité, il faut d'abord s'intéresser au bout-en-train, 2 grandes barres d'immeubles situées à seulement 1 km de là. C'est là qu'opère El Mehdi Zouhéry, dit Malsain, un simple voleur qui se lance dans le business de la drogue. Mais El Mehdi a faim d'argent et de pouvoir. Il se dirige vers le marché de la drogue. Malsain s'empare de la tour dite du million. Elle est appelée comme cela car elle brasse près de 11 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Un business juteux situé dans l'une des tours du bout-en-train, en plein cœur du marché aux puces. Ce bâtiment devient alors le plus gros point de deal de la région. Les allers-retours des clients ne cessent plus. Le commerce est ouvert 24 heures sur 24, de midi à midi. À côté de cela, El Mehdi ouvre son label de musique, Midi Midi Productions. Pour certains, le label est un moyen de blanchir de l'argent. À ce moment, le point de deal est devenu tellement connu qu'il en devient une marque déposée. Us l'Enfoiré, rappeur originaire de Saint-Ouen, est justement produit par ce label. Il fait une garde à vue pour la proximité qu'il entretient avec Malsain. Pendant tout ce temps, la cité Charles Schmitt tourne aussi à plein régime. Cette cité est à ce moment dirigée par Mohamed Gassem, dit Cyborg. Les 2 bâtiments et les 2 hommes sont en concurrence. Un événement fait tout basculer. Le projet de rénovation de la ville de Saint-Ouen. La tour du million est petit à petit vidée de ses habitants. Sa destruction est programmée pour 2022. Pour Malsain, c'est son réseau de drogue qui est menacé. Il n'a pas le choix. Il doit s'attaquer à la cité Charles Schmitt. Les 2 trafiquants tentent de discuter, mais le courant ne passe pas. Le climat de tension s'alourdit après qu'une supposée prime de 200 000 € soit mise sur la tête de Cyborg. Le 24 août 2019, Mohamed Cyborg est retrouvé mort dans sa voiture à Aubervilliers, 15 balles dans le corps et 24 douilles sur la scène de crime. L'arme est une Kalachnikov, réputée pour son efficacité dans les règlements de compte entre cités. On retrouve la voiture des auteurs de la fusillade, brûlée, sur le parking du Burger King d'Argenteuil. Comme par hasard, une semaine après cette mort, Malsain dirige les affaires de la cité Charles Schmitt, qui regroupe maintenant les nombreux clients des 2 cités. Mais les médias s'emparent de cette histoire et la police se doit d'enquêter de manière plus active. Malsain décide alors de se protéger. Il quitte la France pour rejoindre le Maroc, son pays d'origine. Fin d'année 2020, les autorités mènent un coup de filet dans la cité Charles Schmitt et arrêtent plusieurs hommes de Malsain. C'est le cas d'un certain Morito, qui écopera d'une peine de 7 ans d'emprisonnement et 200 000 € d'amende. Malsain, qui était toujours en fuite au Maroc au moment du procès, a écopé de la peine la plus lourde, 10 ans de prison et 2 millions d'euros d'amende. Au total, la justice condamnera 11 hommes et une femme âgés de 25 à 39 ans. Quant à El Mehdi Zouhéry, notre trafiquant, il est toujours en cavale. Il garderait le contrôle de la cité depuis son lieu de villégiature. Quartier Pisevin à Nîmes. Le Nouveau Marseille. Depuis 4 ans, le quartier fait parler de lui pour ses fusillades et les morts qu'elles engendrent. Dernière en date, celle de Fayed, un garçon de 10 ans et un adolescent de 18 ans, à 2 jours d'intervalle en août 2023. Manque de politique publique, fermeture de la médiathèque, absence de commissariat, les habitants sont livrés à eux-mêmes dans un quartier gangréné par le trafic de drogue. Comment ce quartier, apprécié de tous, est-il devenu la plaque tournante de la drogue? Les origines du Pisevin. Bien avant l'arrivée des fabricants de drogue, le Pisevin a été bâti dans les années 60. L'architecte aux commandes, Xavier Arsène Henry, n'a pas froid aux yeux. Des immeubles allant jusqu'à 20 niveaux et d'autres s'étendant jusqu'à 1 km sortent de terre. Aux barres de logement se sont ajoutés des commerces, des écoles, des crèches. Bref, le quartier du Pisevin avait pour ambition d'être une ville à part entière. Des travaux certes nécessaires alors que la demande de logement explose dans les années 60. Descente aux enfers. Mais avec la crise économique des années 80, le rêve prend fin. Les gens s'appauvrissent. En 2020, le Pisevin, c'est 45% de chômage et 70% d'habitants sous le seuil de pauvreté. La distance avec le centre-ville provoque l'isolement.
En 2003, Mourad, un jeune du quartier, commet un cambriolage avec 2 camarades. Une course-poursuite s'engage. Au cours de celle-ci, une balle le touche. Elle est mortelle. Il n'en faut pas moins pour que les jeunes du quartier s'en prennent aux forces de l'ordre. Les poubelles et les voitures sont incendiées par les adolescents. Les policiers relèvent 2 impacts de balles de calibre 22 longs rifles sur leur voiture de service. 3 policiers sont blessés. Mais ce n'est pas tout. Pisevin est convoité par les délinquants pour son emplacement stratégique. À 1h30 de Marseille, le quartier est bordé par l'autoroute menant vers l'Espagne. Depuis le Maroc et les Émirats arabes unis, les têtes de trafic utilisent ces voies de communication pour faire transiter la drogue de l'Espagne vers la France. Pisevin est un carrefour de la drogue. Et la mort, tôt ou tard, on va la goûter, c'est simple. Ça peut t'attendre de n'importe où, n'importe quel moment, ça peut t'attendre, tu peux te manger une balle. J'ai déjà vu un calibre pointé en face de moi sur ma tête, mais quand j'ai eu peur, je crois que j'allais mourir. Après, c'est le destin. Cet homme n'a pas encore 17 ans, mais il s'exprime déjà comme un vétéran du trafic. Lui qui a grandi ici, a rejoint le réseau dès ses 13 ans. D'abord comme guetteur, avant de gravir les échelons. Il a déjà plusieurs condamnations à son actif. Aujourd'hui, il craint moins la police que les bandes rivales. Nous, on a pris l'habitude depuis petit. Sinon, on a quand même peur au fond. Parce que tout moment, personne ne peut se manger une balle. Par exemple, ça peut être notre mère, notre père. On ne sait jamais. Pourquoi en ce moment? Pourquoi il y a autant de tirs, de fusillades en ce moment, depuis cet été? Parce que Marseille veulent récupérer. Les trafiquants de drogue de Marseille veulent récupérer le contrôle de la ville. Le contrôle, c'est ça. Moi, c'est une carte de territoire. Ça essaie de récupérer la ZUP, mais ils ne vont pas réussir. Sauf que ce ne sont pas seulement des membres du réseau, puisque c'est comme ça qu'on appelle le trafic de drogue ici, qui sont visés, mais c'est aussi des gens lambda. On l'a vu avec le petit garçon de 10 ans, Fayed. Comment vous réagissez, vous, à ça? Eh bien, ça nous fait de la peine. Un petit frère perdu. Et on essaiera de le venger. Comment? Ben, ça dépend à voir avec la suite qui arrive. Dans cette guerre de la drogue, lui-même aurait pu devenir tueur à gages. Ben après, quand tu grandis, tôt ou tard, tu sais appuyer sur une gâchette. Hein. On m'avait demandé de tirer pour 5 000 € et j'avais refusé. Pour 5 000 €? Ouais. Tirer un mec pour 5 000 €, ça me posait en voiture et je l'avais pas fait. Quand on se balade dans la galerie Wagner, il y a beaucoup de commerces qui ont le rideau baissé, qui ont fermé. Ouais, c'est ça. Ça vous gêne pas, vous, de voir des commerces de bouche, des commerces de proximité fermés les uns après les autres, par peur, comme vous dites, des fusillades, et vous, le vôtre, grandit? Ça fait de la peine un peu, parce que nos mamans, ils avaient juste à descendre en galerie, faire les courses. Et du coup, les habitants de la ZUP, ben, il y en a qui sortent plus, il y en a qui ferment leur magasin, ils restent chez eux. Il y en a qui sortent même plus le matin pour aller travailler, ils ont peur de se prendre une balle pour leurs enfants. Mais ça, si vous arrêtez de vendre, il n'y aurait plus ce risque, il n'y aurait plus cette peur chez les habitants. Mais après, il n'y aurait plus de quartier aussi, puisque c'est grâce à ça que le quartier est encore là. Sinon, il n'y aurait plus de points de deal, comme vous dites, eh ben, il n'y aurait plus de quartier. Depuis 2017, la récurrence des crimes s'est accrue. 2017, c'est l'année où Pierre Guest, une des têtes du trafic de drogue du quartier, est incarcéré puis emprisonné. Les policiers sont convaincus que cela signe la fin du réseau. Ils ont tort. De sa cellule du centre pénitentiaire Muret, Pierre Guest dirige le trafic. Si un concurrent veut s'emparer de son territoire, Guest recrute des larbins pour les assassiner. C'est le sort qu'il réserve à la famille Loualich. Elle y a échappé de justesse. Qui est la famille Loualich? Après l'arrestation de Pierre Guest, 2 familles se succèdent pour tenter de reprendre la tête du trafic à Pisevin, la famille Awam et la famille Loualich. Le règne de la famille Awam ne dure qu'un an, de 2018 à 2019. Une année où le trafic de drogue se développe dans les parkings des HLM. Un emplacement est connu de tous, le parking du P4. Pendant un an, la brigade des stupéfiants y mène une enquête.
Le 12 mars 2019, elle intervient et y retrouve 14 kg de résine de cannabis, près de 900 grammes de cocaïne, des emballages, des balances de précision, un pistolet automatique, 43 cartouches et plusieurs téléphones portables. Mohamed Awam arrive à s'échapper. Il poursuit sa cavale jusqu'en Espagne. Il est arrêté par les policiers en mai 2019 et condamné à 11 ans de prison. Mohamed Awam hors jeu, la famille Loualiche prend alors la relève. Mais cette situation n'est pas du goût du troisième homme, Pierre Guest. Ce dernier recrute Nadir Adjal et Fares Saadi, deux trafiquants d'un quartier voisin, le Mas de Mingue. Leur mission, fumer la famille Loualiche. Nadir Adjal et Fares Saadi tentent d'abattre Katir Loualiche, la tête du réseau, en 2020 à 3 reprises. Ils échouent. En 2023, le procès pour cette affaire a lieu. Pierre Guest est condamné à 13 ans de prison. L'affaire Wagner 2. Les Loualiche, eux, tombent à partir de 2020 dans le cadre de l'affaire Wagner 2. Comment s'est déroulée cette enquête? Les trafiquants de Pisevin utilisent des mobiles avec un système d'exploitation particulier, EncroChat. Pourquoi est-il différent? Dès son installation sur un téléphone, EncroChat bloque le fonctionnement du micro, du GPS et de l'appareil photo. Impossible alors de localiser les téléphones. Autre avantage, la messagerie d'EncroChat. Celle-ci est cryptée. Les utilisateurs ont aussi la possibilité d'effacer rapidement toute donnée du téléphone avant une saisie des policiers. En 2020, les gendarmes français et néerlandais s'associent pour pirater les téléphones dotés d'EncroChat. C'est une réussite. Pendant plusieurs mois, les trafiquants sont enregistrés sans le savoir. Grâce aux données récoltées, les gendarmes mettent la main sur des stocks d'armes et arrêtent des figures nîmoises du réseau. La société EncroChat, quant à elle, est fermée la même année. Fusillade en 2023. Mais en 2023, la violence est de retour au Pisevin. Des fusillades font 4 morts et 17 blessés. L'équivalent de 3 millions d'euros d'armes et de stupéfiants sont saisis par les autorités. Parmi les morts, 2 marquent le quartier pour leur proximité. Le 25 août 2023, Fayed, un garçon de 10 ans, meurt d'une balle perdue. À la base, c'est son oncle qui était visé par les délinquants. Le malheureux enfant était à l'arrière de la voiture. Tout porte à croire que la DZ Mafia, une bande de trafiquants de Marseille, est à l'origine de la rixe dans laquelle le petit Fayed a été tué. Cette bande marseillaise a fait l'alliance avec les trafiquants du Mas de Mingue pour mettre la main sur le Pisevin. 3 jours plus tard, c'est un adolescent de 18 ans qui est abattu dans des circonstances douteuses. C'est ici, au milieu du quartier de Pisevin, qu'un jeune garçon de 10 ans, Fayed, a été tué à la fin du mois d'août dernier, pris au milieu des tirs de Kalachnikov. Et depuis, les fusillades se sont multipliées sur le quartier, des fusillades qui ont lieu le soir, la nuit, mais aussi le matin, à différents endroits du quartier, ce qui donne aux habitants le sentiment de n'être à l'abri nulle part. Voici les images de l'attaque qui a causé la mort du jeune Fayed. On y voit un homme cagoulé, tiré en rafale à la Kalachnikov, en direction d'une voiture. Fayed est touché dans le dos et meurt à l'hôpital. 2 jours plus tard, nouveau drame. Un jeune de 18 ans est tué par balle. En un mois, 5 fusillades, 2 morts et 3 blessés. Des règlements de compte qui prennent toute la cité en tenaille. 16 000 habitants comme piégés. Après ces événements, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rend sur place. Il annonce la mise en place de CRS 24 heures sur 24. Les travaux pour un futur commissariat du quartier devraient commencer en août. Cela sera-t-il suffisant pour mettre fin au trafic dans le Pisevin ? C'était la partie 2 du top 5 des quartiers les plus dangereux de France. Cette liste n'est pas exhaustive. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelles autres cités pourraient faire partie du prochain top. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce, de la partager et de t'abonner. Active la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. À la prochaine.